Je dirais dans l'esprit des gens, l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui s'occupe que des enfants, ce qui est totalement faux. L'orthophonie, c'est un peu comme le journal de Tintin, ça va de 0 à 99, voire même plus maintenant. Alors, je pense que la complémentarité entre le neuropsychologue et l'orthophoniste est quelque chose qui se justifie tout à fait, qui est tout à fait nécessaire à la prise en charge des dyslexiques dans le temps. Ça c'est certain. Dans un deuxième temps, ou pour certains patients, c'est vraiment tout à fait nécessaire de pouvoir avoir accès à un neuropsychologue. Après, on peut apporter des éléments sur l'orientation scolaire, sur le suivi rééducatif, et puis les troubles associés auxquels on peut éventuellement, l'enfant peut faire face à des difficultés d'attention, des difficultés de langage, différents autres troubles qui peuvent compliquer la scolarité de l'élève, de l'enfant. C'est des bilans qui sont tout à fait complémentaires entre le psychologue, le neuropsychologue et l'orthophoniste. Il faut quand même savoir que le diagnostic de dyslexie est un diagnostic qu'on ne peut poser que s'il n'y a pas d'atteinte intellectuelle, pour parler clairement, hein, et puis pas d'autres atteintes qui sont des atteintes neurologiques, etc. Donc il faut se coordonner un petit peu les bilans neuropsychologiques, orthophoniques pour poser le diagnostic. Alors moi je dirais la différence principale qu'il y a entre la prise en charge d'un enfant et d'un adulte dyslexique, c'est quand même l'envie. C'est-à-dire que je vous explique pourquoi. Des enfants dyslexiques, ils sont constamment en difficulté à l'école. Parce que à l'école, il y a énormément de consignes qui sont des consignes écrites. Et donc ces enfants-là, c'est compliqué pour eux. On leur demande, moi je dis souvent aux parents, bien sûr, vous évoquez le fait que votre enfant n'a pas envie de lire, mais qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait de lire du chinois? En gros, c'est un peu ça. Ils sont devant quelque chose qui leur est complètement... alors peut-être pas inconnu, mais en tout cas qui est quelque chose de très difficile pour eux, qui leur demande un très gros effort. Donc un enfant, quand il demande un très gros effort, il n'a pas forcément très envie. Un adulte, c'est différent, parce qu'un adulte, il est beaucoup plus demandeur, beaucoup plus partie prenante au niveau de la prise en charge. Et ce sont souvent des prises en charge qui évoluent très rapidement. Toujours en termes d'adaptabilité, hein, non pas en termes de guérison, on est bien d'accord. Voilà. Un des aménagements un peu classiques, c'est un tiers-temps pour les examens. Hein. Ils vont avoir besoin de plus de temps pour lire une consigne, pour bien la comprendre, la déchiffrer et bien la comprendre. Ils vont aussi mettre plus de temps pour écrire. Il faut qu'ils aient plus de temps pour se relire, pour éviter un maximum de fautes d'orthographe. Donc le tiers-temps, ça peut être un des moyens. Je pense que c'est vraiment des adaptations en amont qu'il faut essayer de mettre en place. Bon, la première chose, c'est effectivement que les étudiants aient accès aux cours par Internet ou avec des polycopiés. Ça, c'est vraiment indispensable. Alors, moi, je pense que ce serait même bien qu'il l'ait avant les cours. C'est-à-dire pour leur permettre de se repérer dans les cours. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est qu'un étudiant qui arrive dans un amphi, il y a des choses écrites qui passent. Il a du mal parfois à prendre des notes, c'est relativement fréquent, hein. Bien qu'on ait toutes les aides maintenant possibles avec l'ordinateur, mais il a du mal. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Essayer de ne pas les pénaliser au niveau des fautes d'orthographe, parce que ça devient vraiment très compliqué pour eux. Ne pas hésiter à redire les choses, les répéter, parce que le rythme auquel on demande aux étudiants d'intégrer les choses est très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils aient le temps d'intégrer tout ce qu'on leur dit. Et ce qu'il faudrait déjà dans un premier temps, c'est que tous les enfants qui sont repérés en primaire soit après signalés quand ils passent au collège et qu'ils soient signalés quand ils passent au lycée, qu'il y ait bien cette transition qui se mette bien en place et après signalés également quand ils passent à l'université. Moi, je serais enseignante à l'université, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire, je dirais, au début de mon cours, en tout début d'année, bon, je sais qu'il y a des étudiants qui peuvent être en difficulté pour différentes raisons. N'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse trouver des adaptations. Et contrairement à ce qu'on croit, faire ces aménagements pédagogiques, c'est pas faciliter l'enfant dyslexique, c'est au contraire faire en sorte que l'enfant dyslexique qui a déjà un handicap parte à peu près sur la même ligne que les autres enfants. C'est absolument pas le faciliter.
par rapport aux autres. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, de faire une demande à la mission. Ça passe souvent par la mission handicap à l'université. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire une demande. Et puis après, on voit ce que ça donne. C'est vraiment encore quelque chose qui n'est pas systématique, qui ne se fait pas systématiquement au niveau des étudiants. Il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui est à leur disposition pour que l'on tienne compte de leur dyslexie. Et puis je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter à leur suggérer de se faire aider, de se faire dépister.